Et bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau MLR Show. C'est la fin de la saison régulière. Ça y est, on va te tirer le bilan de cette saison régulière 2025 de MLR. Vous êtes sur les Outsiders TV. Vous êtes aujourd'hui aussi sur Sport en France parce qu'on a la chance pour la première fois d'avoir un MLR Show en studio, en physique, sur ce magnifique studio du côté de Sport en France. Et du coup, eh bien, j'ai la chance de rencontrer mes acolytes en physique. J'ai donc vu pour la première fois de ma vie Adrien Abadi qui est à mes côtés. Ouais, comment ça va, Adrien? Première fois. Non, ouais, on se connaît un peu quand même, Un Rémi. petit peu. Mais ouais, c'est un plaisir d'être là enfin en studio, en direct, tous ensemble. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est souvent derrière nos ordis. Et là, on a la chance d'avoir ce beau plateau et d'être là tous ensemble. On va pouvoir parler rugby, parler MLR et c'est cool. Ouais, ça va être une émission exceptionnelle, bien évidemment, puisque, je vous le disais, on va revenir sur toute cette saison de MLR. Et du coup, bien, casting 5 étoiles. À tes côtés, il y a aussi un des habitués du MLR Show, un des habitués des Outsiders TV, Antoine Mazer, avec moins de cheveux qu'à l'époque, mais toujours la même passion. La même passion, toujours. Non, salut Rémi, ouais, franchement, on sent que la MLR influence jusqu'à Sport en France, qui diffuse aussi également, si vous voulez suivre les rencontres. On se régale cette saison parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses et on est très content de pouvoir toujours en discuter tous ensemble. Tu parles de Sport en France, tu fais bien, puisque là, je suis à sa place actuellement. Il m'a gentiment prêté sa place, commentateur de Sport en France et notamment de la MLR, Lucien Jahan, qui est en face d'Antoine. Merci d'être là, Lucien. Merci de nous accueillir, surtout. Merci de m'accueillir aussi dans l'équipe du MLR Show. Moi, je joue à domicile moi ce soir, donc ça va. Bon, j'ai testé un peu tes gars au tennis de table. Je pense qu'ils seront bien meilleurs au rugby. Ah, donc le truc est lancé déjà. Ouais, voilà, on a fait connaissance, disons. Ça commence bien à la maison aussi, mais petite table. Petite, pas réglementaire. Table, grand studio, petite table, grand studio. Ah, petite table, grand studio. On verra. Et puis, à côté de toi, Lucien, il y a la caution rugby de cette émission, évidemment. Un jeune retraité depuis quelques mois maintenant, ancien joueur de l'équipe de France A7, du RC Vannes, Sacha Vallot. Salut Sacha, merci d'être là. Salut, avec plaisir. Bonsoir à tous. Très content d'être avec vous. On va parler MLR, un championnat qui se développe de plus en plus, vous l'avez dit, et qui est très attractif. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs, notamment de joueurs de top 14 qui y pensent. J'y ai pensé moi aussi à un moment donné. On aura l'occasion d'en parler. Et alors justement, toi, j'ai envie de te poser cette question tout de suite avant de lancer véritablement l'émission. Quel est ton rapport avec la Major League Rugby ? J'en discutais un petit peu avec vous. La Major League Rugby, c'est un championnat qui, moi, m'a attiré à l'époque où j'étais encore joueur. Ça fait partie aujourd'hui avec le Japon des championnats qui sont attractifs. J'ai pas mal de potes qui y jouent. J'ai eu des potes un petit peu précurseurs quand on jouait à l'époque à Austin. Donc j'ai toujours suivi un petit peu. Maintenant, je commente le Super Rugby. Donc je suis la NPC, le Super Rugby, la Pro 2, le Top 14. Un petit peu moins, mais j'ai toujours un œil sur ce que font mes potes en MLR et c'est un championnat qui est vraiment cool. Alors NPC, il y a pas mal de joueurs d'ailleurs qui font la saison de NPC, donc championnat des provinces néo-zélandaises pour ceux qui ne connaissent pas, et qui jouent le reste de l'année en MLR, donc tu dois revoir quelques petits noms parfois. Exactement. Dans les deux côtés, il y a des mecs qui passent par la MLR et qui arrivent après en Super Rugby, comme quoi c'est aussi un tremplin et pas juste un championnat pour se reposer. Ceux qui n'ont pas forcément le niveau justement de rentrer en Super Rugby tout de suite, prendre un petit peu de temps de jeu, c'est aussi intéressant pour eux. C'est important. Tu as été approché par des franchises MLR ou... Moi, j'avais l'envie d'y aller, mais à l'époque, c'était quand même très compliqué. Austin, ils avaient un entraîneur français, donc c'était plus facile pour y aller. Ensuite, il y a maintenant le père Godignon qui est à Nola. Non, j'avais pas eu de contact. Enfin, j'ai eu des contacts avec les Glinitz à l'époque, de par des joueurs qui m'avaient dit « si ça te chauffe, ils sont chauds sur ton profil ». Rien de concret. Et après, j'ai plus tenté le Japon, où j'avais pris un agent japonais à l'époque. Okay. Donc là, je m'étais vraiment plus rapproché, mais non, rien de... Et j'ai pas failli signer de contrat, si vous voulez tout savoir. Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que là, on a fait une belle saison avec Nola en plus. Ouais, c'est dommage. Avec les Gnits, quand je vois comment ils ont duré, j'ai bien fait de pas y aller. Ah, après, il y a des mecs qui sont chats noirs en MLR, j'ai l'impression. On rappelle que notre seul Français drafté en MLR a vu sa franchise disparaître quelques semaines après. Ah, ça va vite là-bas. Ça va très vite, ça va très vite. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière. Louis Millet, bien sûr, qu'on embrasse, qui avait été avec nous. Non, il est encore là. Toronto Arrows, par contre, non, évidemment. Il y a The Bordure dans le chat qui nous dit très compliqué pour rentrer en MLR avec l'obtention des visas. C'est vrai que Kélian Galtier nous en avait parlé il y a quelques mois, après l'annonce de son transfert, que ça avait été il n'est pas passé à la douane. A priori, il n'est pas passé. Ouais,
On va évoquer la saison de Nola, bien sûr. Bon, ça n'a pas été très brillant et pour Kélian, ça a été très compliqué aussi. Ouais. On va y revenir parce que justement, on va faire le bilan donc, de cette saison régulière avec vous, messieurs, et avec vous, évidemment, tous et toutes dans le chat. On va regarder le programme de cette semaine 17, une semaine en 2 temps, puisqu'il y avait d'abord un premier match la semaine dernière, c'était le Chicago-Houston, on aura dû de mercredi à jeudi. Et ensuite, les 5 derniers matchs de la saison, sans Chicago qui avait donc terminé, avec NOLA, New England, Utah, Los Angeles, San Diego, Glory, Houston, Anthem, Seattle, Miami. Et il y avait des matchs qui étaient plus ou moins à enjeu. Par exemple, le Houston Anthem était fort peu intéressant. Le NOLA New England, ça comptait pour la première place à l'Est. Mais voilà, il y avait très peu d'enjeux. On rappelle que le dernier gros enjeu de cette dernière semaine, c'était la dernière place en play-off entre Seattle et San Diego à l'Ouest. Mais on va commencer très rapidement par le match justement de la semaine dernière. Le Chicago-Houston, c'était l'un des chocs, c'était même probablement le match le plus intéressant sur le papier de cette 17e semaine, avec bien des joueurs de Chicago qui avaient fait tourner, le staff de Chicago avait fait tourner pour cet accueil de Houston, qui avait envoyé la grosse équipe parce que, d'un côté comme de l'autre, on cherchait à récupérer la première place dans les conférences respectives. Et ça a très mal commencé pour Houston, malgré une équipe type. Avec, vous avez vu très rapidement, Kenny Nazokeke qui prend un carton jaune au quart d'heure. Et sur la pénale touche qui suit, un ballon porté décolle. Dylan Fawcett n'était pas titulaire, c'est Jackson Zabirek au talon, mais l'efficacité est la même. Ça fait un premier essai très rapidement pour les Hounds, les chiens de Chicago. Et ça va se poursuivre. 22e minute, nouveau lancer de Zabirek, le ballon porté se met en place. Et c'est assez fou de voir cette équipe de Houston qui maîtrise ce ballon porté à la perfection, se faire autant ouvrir. Adri, toi qui les suis beaucoup, c'est très étonnant de les voir comme ça, se faire manger par Chicago. Ouais, après, étonnant ou pas, hein. Quand même, Chicago, on sait que c'est aussi une des grosses forces de Chicago, la puissance devant. Ils ont un gros pack, ils sont toujours appuyés dessus, ils maîtrisent les fondamentaux. Après, Houston maîtrise très bien ses ballons portés en attaque. On sait qu'en défense, ce n'est pas toujours forcément le cas pour toutes les défenses de MLR. Les ballons portés, ça marche très bien aussi du côté d'Houston, je le disais, juste avant la mi-temps, quand Chicago est à 14 à son tour. Alors ça va y aller en 2 temps, mais va y avoir quand même cet essai de Pita Anae-Asu qui réduit l'écart. Et puis en deuxième période, c'est relativement équilibré, il y a de la possession un petit peu de chaque côté. Ça va un petit peu tourner avec ce carton jaune d'Oli Devoto, le centre anglais de Chicago. Nouveau ballon porté, encore une fois, dans la foulée, avec ce ballon qui va échouer juste devant la ligne d'essai. Encore une fois, on aime le jeu d'avant. Puis finalement, ça va repartir sur le petit côté et on va aller chercher, regardez, le numéro 10, AJ Alatimou, laissé en coin, qui permet à Houston de revenir à 12-12. Match très serré et Chicago va reprendre le fil de la rencontre dans la foulée. Ils sont encore à 14, vous le voyez, avec ce petit carton jaune sur le côté gauche. Houston va se mettre à la faute. Et là, on va aller voir le travail, le talent de Chris Hilsenbeck, l'Allemand, qui est désormais sélectionnable par l'équipe des États-Unis, qui transforme cette pénalité. Ce sera les derniers points marqués, même s'il y a cette dernière opportunité pour Houston. Encore une fois, on tente le ballon porté, mais ça va être coffré par la défense de Chicago, qui a été relativement monstrueuse, on peut le dire, parce qu'ils n'ont encaissé que 2 essais par cette équipe de Houston. Voilà, ça va se terminer là-dessus et derrière, les joueurs de Chicago vont pouvoir se dégager suite à une mêlée. Le ballon en touche et le succès donc des Hounds 15-12 pour terminer cette saison régulière. On va parler très rapidement, Sacha, de Chris Hilsenbeck. Mais d'abord, Lucien, je me tourne vers toi parce que tu es un peu le monsieur stat ce soir. Chicago, un petit peu bête noire de Houston. Exactement, tu vois, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Bête noire de Houston, clairement, c'est la seule équipe de la saison qui a battu Houston 2 fois en saison régulière. Donc voilà, c'est quand même une sacrée performance. Vous l'avez, la dernière équipe à avoir réalisé ça contre Houston, les gars? C'est compliqué là, peut-être. Je sais pas. Fred Jacks? Non, Seattle. En 2023. Il l'avait même battu donc 2 fois en saison régulière et 1 fois en play-off aussi. 3 sur 3. Ouais, Seattle qui a fait une grosse saison en 2023 et en effet c'est vrai que Houston avait un peu de mal à l'époque. Et toi Adrien, c'est normal que tu n'aies pas trouvé parce que tu retiens pas forcément les défaites de Houston. Non, moi je dans le retiens déni, que les victoires, je suis dans le déni moi. Et puis du côté de Chicago aussi, il y a un chiffre que tu as voulu sortir. 69% de victoires cette saison, tout simplement la meilleure saison de l'histoire de Chicago, des Hounds. Donc voilà, c'est magnifique, une belle saison et franchement on les attend en play-off maintenant.
Ouais, finaliste la saison dernière, on le Ouais, rappelle, ils ont toujours cette étiquette d'outsider, alors qu'en vrai, nous, on aime ça, les étiquettes d'outsider. Bien sûr. On est chez nous. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours cette étiquette, alors qu'en fait, ça fait quand même chaque saison que les mecs répondent présent, que l'année dernière, on ne les attendait pas forcément à ce niveau, mais ils vont quand même encore une fois en finale. Cette année, ils sont deuxièmes, et honnêtement, ils ont fait une très très belle saison. Tu disais 69% de victoire, c'est quand même... ça montre que les mecs sont ultra réguliers et ils s'appuient toujours sur les mêmes fondamentaux. Là, on voit que les mecs ont totalement fait déjouer cette équipe de Houston qui est repartie dans ses travers à vouloir faire que du jeu d'avant, etc. Alors qu'on les a vus cette saison, ils avaient quand même tendance à proposer beaucoup plus de jeux par l'intermédiaire de Davy Kodzer ou d'Eiji Alatimu. Et puis là, ils se sont enfermés encore une fois. Il n'y a pas eu de grandes envolées dans ce match. 15-12, tu fais que des ballons portés, tu te rentres dans la gueule tout le match et puis... Résultat, c'est un peu stéréotypé. Ilsenbeck, on l'a dit, hein, on en parlera tout à l'heure, mais ouais, il apporte cette expertise et il leur permet de mettre la pénalité de la gagne qui leur fait gagner le match. C'est parce qu'il a eu la chance de jouer avec Sacha Valo aussi. Voilà, exactement. Ça vanne. Chris Ilsenbeck, très bon buteur. Et on voit de plus en plus, Sacha, dans cette MLR, les équipes s'appuyer sur leur botteur. Ilsenbeck n'est pas le meilleur marqueur, c'est il est dans les top 3, top 4 de cette saison. On a vu beaucoup Chicago pratiquer ce jeu au pied quand il y avait des pénalités. Et les autres équipes sont en train de le faire, alors qu'avant, on allait tout le temps en touche, on essayait de marquer des essais. Est-ce que c'est, selon toi, une espèce de bascule dans le professionnalisme? C'est peut-être un bien grand mot, mais que le niveau augmente? Ouais, ça fait partie. Les équipes ont envie d'accrocher les playoffs, donc forcément, le fait de prendre les points, Chicago peut s'appuyer sur un des tout meilleurs buteurs de la Pro D2 de l'époque. Chris, il est vraiment réputé pour ça. C'est vraiment le joueur allemand par excellence qui sait très bien respecter un plan de jeu, qui sait faire jouer son équipe, un vrai métronome. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien et lui, il a été agréablement surpris du fait que ça soit un club une franchise qui est très structurée finalement. Il ne s'attendait pas spécialement à ça. Tu l'as dit, lui, son objectif, c'est de devenir international pour les États-Unis. Il a cet objectif peut-être d'accrocher des matchs internationaux, pourquoi pas la Coupe du Monde s'il réussit à pousser plus loin. Et en tout cas, ouais, lui, il apporte ça et c'est ce qui fait sa force. Donc pour Chicago, c'est vraiment une bonne chose. Très rapidement, Chris Ilsenbeck en sélection américaine, ça, on y croit, c'est jouable, c'est crédible? Avec avec l'expérience qu'il a, franchement, c'est un joueur qui peut apporter du calme dans une équipe qui a un peu des feux follets. Par exemple, il y a des joueurs qui, je pense, vont réintégrer cette sélection, notamment, on discutera, mais des Joe Mano, des Lance Williams qui vont apporter ce jeu un petit peu électrique de cette équipe américaine. Et Ilsenbeck, c'est un joueur qui va t'apporter beaucoup de sérénité face à une équipe qui n'aura pas forcément, qui ne va pas dominer le rugby mondial. Et des joueurs d'expérience comme ça qui a connu beaucoup de choses dans sa vie, des championnats différents, des expériences différentes, ça peut apporter quelque chose à une équipe américaine qui va devoir construire, peut-être repartir même de zéro. Les bases aujourd'hui du rugby à 15 américain, il est très très bas par rapport au standing qui vise sur la prochaine Coupe du Monde. Ouais, parce qu'on rappelle, les États-Unis accueilleront la Coupe du Monde 2031. Il y a déjà l'Australie à préparer. Et ensuite, ils seront à domicile. Ils ne sont pas encore qualifiés pour l'Australie 2027. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Chicago-Houston. Houston qui donc rejouait derrière ce week-end face à Anthem, le mauvais élève. Alors, on n'a pas les images de ce Houston-Anthem. On a juste réussi à récupérer l'essai de Davis sur les réseaux sur Instagram. Il est magnifique. C'est pour ça qu'on vous le propose. Seul essai d'Anthem cette saison. Parce que c'est quand même un très très bel essai. Drake Davis, c'est un véritable athlète, formé à l'université au foot US, comme beaucoup d'ailiers qui font du rugby derrière. Voilà, c'est assez solide. On en a parlé, Adri, le Cybercat Stadium, il est magnifique. C'est le plus beau stade peut-être de MLR. C'est probablement le plus beau stade dédié au rugby aussi, c'est assez rare en MLR. C'est le plus beau construit stade. pour. Probablement. Exactement, construit pour. C'est vraiment on va faire une tier list des stades. On a fait la tier list des maillots, on fera la tier list des stades. Davis, il est quand même impressionnant. Davis, c'est un receveur de LSU, la Louisiane Université. À 7, j'aimerais bien le voir à 7. Ouais, franchement, il a des appuis. Là, l'essai qui marque, il a vraiment les attitudes en fait du foot US, quoi. C'est-à-dire les appuis, l'explosivité, la vitesse. Tu sais, il est ultra athlétique, le gars, quoi. Ouais. Donc un poil de rugby, je trouve, sur tout ce qui est passe après contact, etc. Ouais. Tu vois vraiment qu'il vient du foot US. Exactement. Tout droit, quoi. Mais effectivement, à 7, il me rappelle Perry Baker quand il est arrivé, qui était vraiment un joueur à qui tu passais le ballon et tu disais, allez, déborde tout le monde grâce à ta capacité de vitesse. Et franchement, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Les États-Unis qui ont un petit peu lâché le 7
au profit du 15 pour préparer la Coupe du Monde et qui sont passés d'une des meilleures équipes à 7 à une équipe qui désormais va tomber en deuxième division internationale. Toi, tu as joué avec l'équipe de France à 7, tu as joué contre une grande équipe américaine, tu l'as dit, Perry Baker. C'était quoi de jouer les Américains au Seven à l'époque? Tu jouais l'équipe qui était la plus athlétique du circuit, hein, clairement. Ils avaient 2 joueurs qui étaient parmi les plus rapides du circuit du championnat. Il y avait Carly Niles qui était potentiel pour faire les JO et en athlétisme et en rugby à 7, donc c'est quand même dire le monstre. Perry Baker, The Stick, qui était inarrêtable, et après il faisait aussi venir à l'époque des mecs de football américain. On a vu un mec des Patriots qui s'appelait je sais plus comment, Ed Med, je crois, de mémoire. Bon, c'était vraiment... nous, on était partis s'entraîner là-bas, au camp olympique. Enfin, il y avait toute une structuration qui était faite pour qu'ils performent, pour qu'ils aillent chercher une médaille. Ça a été pendant 2-3 ans une des meilleures équipes. Aujourd'hui, c'est le circuit A7 qui est en train de craquer complet, donc ils ont raison de s'en détacher, de faire un peu plus travailler les franchises, parce que physiquement, ils ont des joueurs que aucun autre championnat ne peut avoir. Donc, il y a une vraie plus-value à aller chercher des mecs qui ne percent pas en football américain et que tu peux derrière faire travailler rugby et exploser chez toi. Et puis quand ils décident vraiment de mettre les moyens dans un sport, les Américains, ils ne font pas les choses à moitié. Et cet objectif de Coupe du Monde, franchement, c'est un tournant pour eux. Et quand on connaît l'argent qui est un peu illimité dans ce genre d'événements, ils peuvent être très très redoutables. Ouais. Mais vous le sentez, vous les gars, qui suivez la MLR depuis quand même plus de temps que moi, vous êtes experts dans le domaine, vous sentez vraiment qu'il y a une vraie progression du rugby américain? Oui. Moi je le sens dans le sens, dans le wagon inverse. Okay. Il y a beaucoup plus de championnats, notamment en France, qui regardent plus la MLR qu'avant. Ils arrivaient des fois à venir chercher des joueurs en France, mais tu vois, tu disais, c'est étonnant, il va aux États-Unis. Mais maintenant, c'est plutôt le chemin inverse qui m'intrigue, où il y a beaucoup de recruteurs de clubs français, notamment en National Pro 2 et même Top 14. Avec notamment Perpignan qui avait signé le talonneur, j'ai oublié son nom, qui a fait la Coupe du Monde avec les Samoa, qui a joué pas mal un ami de... Bien sûr, qui a joué au Eagle Rock. Eagle Rock, exactement, qui est arrivé à l'USAP. Manolo, comment il s'appelle? Je sais plus. J'ai oublié j'ai plus son nom. Sama Manolo. Sama Manolo. C'est Manolo, ils doivent l'avoir dans le chat. Mais voilà, c'est surtout ce chemin inverse maintenant, ce regard qu'on va avoir justement par rapport à la médiatisation de ce championnat qui est accessible maintenant en France, même de manière gratuite, par rapport aux joueurs français qui vont là-bas, par rapport à plein de choses, même des stars. Regarde, on parle de Chris Ilsenbeck, mais il y a aussi Dorian Jones aussi qui est allé, il y a des très bons joueurs, Alex Muller, il y a des très bons joueurs qui ont une expérience, qui ont une aura rugby, qui sont allés dans ce championnat et qui attirent autour d'eux, et même de plus en plus de championnats anglais, japonais, sud-africains, qui regardent de plus en plus en fait ce championnat. Donc ça, là tu sens que ça a plus progressé. Mais c'est un championnat qui attire. Hein. Moi, pour vous dire, il y a des mecs de top 14, je connais même des mecs qui sont champions olympiques qui ont envie d'aller jouer en MLR. Hein, on va des noms. Et puis aussi, c'est pas dans 3-4 ans. On va des noms, Sacha. Et tu vois, même, par exemple, toi tu connais très bien, c'est un de tes amis d'enfance, Antoine Dupont, ça a été un peu le buzz de ces dernières semaines, qui est devenu un petit peu actionnaire, investisseur de Los Angeles. Donc ça montre qu'on sait très bien que même dans les championnats exotiques, Romain Ntamak, lui, aimerait bien aussi aller en Nouvelle-Zélande. C'est aussi ces Français qui sont des énormes stars, qui ont une énorme influence, qui voudraient aussi développer le rugby mondial. Parce qu'en fait, plus on aura un rugby mondial performant, plus en fait je pense que le rugby sera attractif et plus je pense que l'économie du rugby sera plus intéressante pour les franchises, et surtout moins on aura un top 14 peut-être plus dominateur sur les scènes internationales, et à l'approche d'une potentielle Coupe du Monde des clubs qui serait pour 2028. Plus on aura de championnats dans le monde compétitif, plus ça sera pour le rugby. Alors pas forcément pour la France, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle dans le sens où il y aura plus de concurrence. On veut être champion du monde avant. Mais je trouve pour le côté sain du rugby, tu vois, avec un côté plus ouvert, c'est vraiment plus intéressant. Il y aura juste le côté financier qui va rentrer en compte. On sait que le Japon est ultra attractif parce que financièrement c'est l'Eldorado. Je pense que la MLR, si elle veut attirer vraiment des grands noms, elle va devoir investir sur des joueurs à fort potentiel, ce qui permettra de développer aussi le championnat, etc. Ce qui avait été fait avec Nonou aussi, quand tu ramènes Nonou il y a 3 ans. Devenir un peu la MLS finalement. Mathieu Bastaro. Mais là, les salaires encore, c'est ultra faible. C'est quoi vous avez une idée des salaires des joueurs de MLR globalement? Louis Millet, quand il a signé à Toronto, son contrat, c'était $10 000 pour l'année.
D'accord. Ah non, Voilà. mais c'est En terrible. sachant que Pas du voilà, tout, il a hein. des avantages. Je crois qu'il était logé et qu'il avait évidemment. Non, t'es logé, t'es nourri, mais je regardais Mais- encore le salaire moyen, c'est entre 40 000 et 60 000 dollars. Donc c'est-à-dire que Ah ouais. tu vis pas avec, quoi. Non, Donc, clairement. et on en parlait avec Kylian Galtier, justement, il disait que c'était une galère pour lui d'y aller, parce que du coup, tu vas quand même t'installer avec ta famille là-bas, tu vas avec tes gosses, avec ta Ouais, femme. bien sûr. Pour choper les visas, c'est compliqué, pour vivre là-bas. Bon, Ça reste très il cher. t'aide- ouais. il t'aide pour trouver du boulot, etc. Mais pour pouvoir attirer du monde, il faut quand même proposer déjà des salaires attractifs. Et en plus, comme tu dis, tu vois, tu changes de continent, tu y vas avec ta famille. C'est quand même un pas compliqué à faire, quoi. Là où ils ont la meilleure progression, on a discuté notamment avec Alex Priam qui bosse sur le rugby aux États-Unis, c'est sur le circuit universitaire, où là où ils vont devoir, avec notamment le système de draft, ce qui est très intéressant et qui, je pense, peut passer un step aussi à ce championnat, c'est que leur système universitaire, il est en train de se développer et tu parlais tout à l'heure des passerelles un peu avec ceux qui se font refouler au foot américain, prennent de plus en plus de plaisir à découvrir ce sport et le niveau universitaire est en pleine explosion. Et je sais que la MLR a une vraie volonté de développer ce circuit-là en devenant l'un des meilleurs championnats universitaires du monde. Avec le français Bastien Brunello, qu'on a reçu aussi et qui joue du côté de Mount St. Mary, une université du côté de Washington, et qu'on embrasse évidemment. Grand fan d'Old Glory, donc il est content. Ils sont en play-off. Ils sont qualifs. Ils sont qualifiés. On n'en a pas parlé, mais très rapidement, 26-14 pour Houston face à Anthem, donc un point de bonus offensif comme d'habitude. Ouais. Et du coup, une saison, encore une fois, à oublier pour Anthem, Lucien. 0 sur 16 encore. Déjà, Mais pire. Et 7 points la saison dernière. Alors difficile de faire pire, vous me direz. Non, c'est Si. possible. C'est possible de faire plus cauchemardesque. 5 points cette saison seulement. Je ne sais pas trop quoi dire moi vis-à-vis de cette équipe d'Anthem. Parce que vous avez un mot les gars. Moi, j'ai un truc à dire, c'est-à-dire que ils avaient 5 points et j'ai dit 2 matchs après, dans les 2 matchs, ils auront 10 points. Bon, depuis que j'ai dit qu'ils allaient mettre des points, ils en ont plus rien. Il est resté- Le chat noir. Le mec les Mais a- comment on fait? Parce que le projet sur le papier, Je les ai il tués. y a de l'idée, mais finalement là c'est un bid historique. Comment on construit sur ça 32 défaites en 32 matchs? Tu auras 18 tours de draft au premier tour, voilà, tu auras les 18 premiers choix, puis tu prendras les mecs d'universitaires, il y en aura 2-3 qui seront bons. Non, c'est un copier-coller de la saison dernière. entre Le problème, guillemets. c'est que c'est ça, c'est qu'après 5 matchs, tu as 5 progression. points, et après 11 matchs de suite sans ne réussir à mettre ne serait-ce qu'un point de bonus offensif. On rappelle qu'aux États-Unis, le point de bonus offensif, c'est 4 essais. Il n'y a pas comme en top 14 au Pro D2 cette obligation d'avoir 3 essais de plus que l'adversaire. Donc les défaites à double bonus, elles sont régulières. Ils n'ont jamais réussi en 11 matchs. Et dans le jeu, vous percevez une progression quand même ou pas du tout? C'est le problème. Adrien? Bah non. Non. En début de saison, on s'était dit bon, c'est encourageant. Ils sont allés chercher quasiment, voilà, ils ont fini à 1 point de Houston, je crois, il y a un Ouais, c'est ça, ouais. 45-44. Pénalité à la dernière minute pour Houston. Pénalité à la dernière minute. On a évité la honte avec les chats-sabres de perdre le premier match contre Anthem. Mais c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait du mieux. On s'est dit, moi, honnêtement, j'avais de l'espoir pour eux. Je me suis dit, allez, ils vont peut-être aller chercher 1 ou 2 victoires. Seattle avait du mal. Et ouais, non, je vais reporter l'œil, je crois. Vraiment, J'étais d'accord avec toi. J'étais d'accord avec toi. La chance qu'ils ont, c'est que, pour ceux qui peut-être qui ne le savent pas, c'est qu'il n'y a pas de descente en MLR. Et ça, c'est l'avantage, c'est qu'ils ont de l'argent, ils ont encore beaucoup d'argent. Jusqu'à quand ça va durer? Parce que c'est rare les équipes qui enchaînent les contre-performances. Jusqu'à quand l'investisseur qui met de l'argent sur ce type de franchise va continuer à mettre de l'argent? Parce que déjà l'année dernière, on sentait que potentiellement Los Angeles Anthem pouvait sortir de cette MLR. Mais peut-être que sur ce système-là de mérite sportif, il y a peut-être aussi quelque chose à changer dans ce championnat, parce que une 3e saison comme ça, il faudra quand même se poser les questions, parce que tu sais que quand tu regardes la conférence Est au début de la saison, tu dis que finalement ils vont être que 5 à se battre au lieu de 6. Et tu dis que sur 4 places qualificatives, finalement, tu en auras un qui ne sera pas dedans, parce que tu dis qu'Anthem, déjà, dès le début de saison, ils ne seront pas dans la course. Alors que de l'autre côté, d'ailleurs, tu as un très beau tableau qui explique ça, d'ailleurs, Rémi. Oui, de l'autre côté, fait des beaux tableaux. pour moi, la conférence Ouest est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus relevée. C'est limite un autre championnat que cette conférence Est. Ouais, on aura l'occasion de le Mais dire. c'est une vraie question. Tu parlais de cette 6e place qui n'est pas qualificative. On va aller voir justement ce qu'a fait le 5e de cette conférence Est. On rappelle que Nola était déjà éliminé de la course au play-off, 5e donc à l'Est, qui a accueilli New England, qui avait donc l'obligation de gagner son match pour repasser devant Chicago et terminer
premier de la conférence Est. Et ça va commencer bien dès la 3e minute avec bien Nola qui va rentrer dans le camp de New England. Et puis il va y avoir cette inspiration magnifique de Luke Campbell, le numéro 9. Regardez, il va sortir le ballon, le petit coup de pied par-dessus, c'est magnifique. Et derrière, à la finition, c'est l'arrière, Cooper Coates, qui vient inscrire le premier essai de la partie pour Nola Gold, qui un petit peu toute la saison a brillé par son jeu de 3/4 notamment, mais derrière a eu énormément de mal, notamment défensivement, et n'a pas eu beaucoup de chance. Regardez, on est quelques minutes plus tard, pas le temps de digérer. Campbell contré une première fois, ballon récupéré avec un coup de pied qui est contré encore, ça revient dans les mains de Lennon. C'est la meilleure action MLR. Ça, c'est la MLR, ça. Ça, c'est... Et l'essai de Lennon, c'est incroyable, les mecs, ils ont zéro chance. Derrière, New England va reprendre, va continuer on voit même pas l'embut. D'avancer. Alors, on voit pas l'embut, mais ça, c'est habituel en MLR, vous le savez. On n'a pas encore vu Seattle. Il faut avoir une bonne vue. On passera très très vite là-dessus. On va marquer au pré là-dessus du côté de New England. Avec cette action où finalement le ballon ne sera pas aplati, mais regardez sur le renvoi, parce que Nola ils ont fait une saison incroyable. Ballon récupéré par Brock Webster, le Canadien va aller casser un premier plaquage, va rebondir, va lâcher son ballon et du coup on n'est pas du tout placé. Et qui va se retrouver sur la dernière passe? Et c'est Webster encore avec le dernier crochet qui va avec. Et le deuxième essai, la défense de Nola, ça a été un problème absolument toute la saison. Ils ont quand même des coups de pied pour faire la différence quand même et ils vont aller revenir à 21-12 après l'heure de jeu avec un essai signé encore une fois Cooper Coates, bien servi. Et puis ils vont pousser 21-12, vous le voyez, 72e minute, une longue séquence, on est dans les 5 mètres des Free Jacks, il y a moyen peut-être d'aller chercher cette victoire, de revenir dans le match. Et on pousse, on met les Free Jacks à la faute, vous ne le voyez pas, mais le bras de l'arbitre est levé. On insiste, on continue de pousser, de pilonner cette défense des Free Jacks qui tient plutôt bien, il faut l'avouer. Et c'est important de le signaler. Alors du coup, on tente quelque chose qui n'a aucun sens. Mais je l'ai dit, c'est pas grave. Il y a la pénalité, donc on va jouer à la main. Alors, et quand on joue la pénalité à la main, qu'est-ce qui se passe ? En avant. Non, mais presque. Mais oui, en fait, en avant. C'est fort. C'est fort. Ce match est gaguesque. C'est à l'image de la saison de Nola. C'est complètement à l'image de la saison de Nola. On va pas en parler tout de suite parce qu'on en parlera tout à l'heure dans la partie bilan. Il y aura un dernier essai en force qui évidemment ne va servir à rien hormis offrir un point de bonus défensif. Mais du coup, défaite 21-17 de Nola et Lucien. On se pose la question, là quand même très rapidement, est-ce que c'est pas le pire bilan ? J'ai envie de dire oui, alors je sais pas votre avis les gars, parce que c'est le même bilan qu'en 2022, 4 victoires, 12 défaites, sauf qu'en 2022, il n'y avait pas Anthem. Donc on est plus sur 2 victoires, 12 défaites. Ouais. Parce qu'on est sur la pire saison de l'histoire de Nola. On est sur 2 victoires en 14 matchs, on va dire, c'est ça, en fait. comptant les 2 matchs d'Anthem qui sont donnés à tout le monde. Tu perds quand même 12 matchs sur 14. Quoi. Ouais. Pour moi, pire année pour Nola. Surtout qu'en fait, on avait beaucoup d'attentes. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est pire bilan pour moi, c'est qu'on s'attendait à beaucoup plus de choses du côté de Nola et en vrai, on a été très déçus, quoi. Un peu comme Utah la saison passée où on avait beaucoup d'attentes et où ça termine ultra mal, là c'est pareil. Sacha, très rapidement, c'est une équipe qui était programmée pour aller loin. Ça a très vite mal démarré. Est-ce que quand on est ce côté pas conditionné pour jouer, alors pas le maintien puisqu'il n'y a pas de descente, mais jouer le bas de tableau, ça a joué un petit peu ? Ouais, c'est dur finir sur 6 défaites, effectivement, quand on sait le projet. Et en plus, nous, on a 2 Frenchies qui sont là-bas, pas des moindres quand même, parce que Xavier Mignot, il a quand même une carrière qui parle pour lui. Donc c'est vrai qu'avec des joueurs quand même intéressants, je m'étais vraiment dit que ça allait prendre la mayonnaise. Et finalement, ça a explosé et on avait tous été hyper déçus, mais eux sont aussi déçus en interne pour en avoir un petit peu discuté. C'était pas du tout le projet de la saison, quoi. Ouais. Non, c'est déjà toi arrivé dans les saisons que tu as pu disputer, d'être pris dans une spirale négative comme ça et de pas réussir à sortir la tête de l'eau ? Ouais, ça m'est arrivé la première année à Vannes où je suis arrivé. On flirtait avec la relégation à un moment donné. Et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, il te faut un levier, il faut casser un peu cette énergie négative pour recréer une série parce que tous les débuts de semaine sont compliqués parce que tu perds, tu affrontes globalement que des équipes et je pense que c'est un peu le cas de Nola aussi qui sont supérieurs à toi. Donc en fait, il faut avoir un électrochoc, il faut avoir des leaders qui sont solides. Vraisemblablement, du côté de Nola, ça n'a pas été le cas cette saison. Donc
On espère que la saison prochaine sera mieux. On a l'impression vraiment qu'ils n'ont jamais trouvé le levier, là, comme tu dis, le déclic. pour réussir à vraiment créer un groupe, à être solidaires ensemble. Tu parlais de Xavier Mignot, en fait, il fait même pas une saison dégueulasse. Il joue 9 matchs, il met 7 essais. C'est pas catastrophique, loin de là, mais juste, c'est vrai que tu as l'impression qu'il n'y a jamais eu ce groupe, en fait. Qu'il n'y a jamais eu de lien, que l'entraîneur n'a jamais trouvé les solutions pour réussir à créer un collectif, et on l'a senti, quoi. 4 victoires. On reviendra sur nous là tout à l'heure. Il y aura des choses à dire. Il y aura pas mal de choses à dire. Il y en a beaucoup. Il faudra baisser le volume. On va accélérer Il y en a beaucoup. sur les résumés pour voir justement les dernières images de la semaine 17. On va partir du côté de la Californie, San Diego face à DC. On rentre dans le vif du sujet puisque c'était la dernière équipe de la conférence Ouest et potentiellement pouvait dépasser Seattle et aller chercher le dernier strapontin pour les playoffs. Bon, eh bien, ça va commencer par un grand moment de rugby, 8e minute. Bon, un ballon au milieu du terrain, voilà, ça déblaye peut-être un petit peu fort voilà, de la part de Brad Wilkin. Ça commence à chipirer entre Axel Muller et... Chipirer. Ouais, c'est pas mal. C'est un mélange Je l'avais pas. chahuté et chipiron. Et puis bon, voilà, c'est du rugby quoi. Bon, c'est la 8e, il y a 0-0. J'ai pas compris à quel point comment ça pouvait partir comme ça. Ryan Stowers, il fait 1m62, mais il vient essayer de... Glory qui est venu en tongue. Le Glory qui est venu en tongue. On va pas gâcher le suspense. Il y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, c'était San Diego qui devait gagner avec le bonus offensif et qui va quand même inscrire un très très bel essai. Regardez à la demi-heure, ballon qui tombe juste devant leur embut, ballon qui est récupéré et on va remonter tout le terrain tout simplement en partant vraiment de l'embut. Le décalage est parfait. Alors le Glory est à 13. Forcément, ça ouvre les espaces. Ça aide. Ryan Stowers, on en parlait avec son beau casque-rose. Le coup de pied de recentrage, il est millimétré. La prise de balle n'est pas ouf, mais et puis derrière, il y a le soutien et le décalage pour Stowers qui va lui-même donc inscrire ce troisième essai. Voilà pour cette équipe de San Diego. J'ai mis quand même le ralenti, le coup de pied, je sais pas. C'est ce qu'il veut faire. Je suis pas sûr qu'il veut le faire comme ça. Non, voilà, on est d'accord. Mais on va dire qu'il voulait le faire. Mais il voulait le faire. Je pense qu'il voulait le faire. Il est là en tout cas, il revient. Et puis, il suit le ballon. Il va y avoir au final 7 essais. Un seul pour Old Glory. Tu l'as dit Antoine, ils sont venus en tongue. Ils étaient déjà qualifiés. 9 changements je crois par rapport à la semaine dernière pour Old Glory. Exactement, il n'y avait vraiment plus rien à jouer. Donc ça va rentrer comme dans du beurre. Et du coup Brad Wilkin, j'avais mis le premier essai. Il en met 2 autres dont celui-là. Exactement. Et justement Lucien, c'est Brad Wilkin que tu as voulu sortir. Exactement, parce que Brad Wilkin c'est le 6e joueur de la saison de MLR à avoir inscrit un triplé. Les gars, je vais vous solliciter. Est-ce que vous pouvez me citer les autres joueurs qui ont inscrit un triplé cette saison? Moi, j'ai Joe Mano, il en a mis 2. Exactement, Joe Mano qui en a mis 2. Il y a Axel Muller, sur le premier match de la saison. Exactement, face à Miami. Balekana. Oui, Balekana. Il y a Xavier Mignot. Exactement, le français, face à Old Glory. Ouais. Et il en manque un. Le dernier. Il est pas facile. Axel Muller, juste. Alors, messieurs. Moi, je l'ai pas. Compliqué. C'est un autre joueur de Washington, Penny Humphries. Qui a inscrit 3 essais contre Chicago mi-mars. C'était contre mais il n'y a pas un essai de pénalité? Non, je crois pas. Non, peut-être dans le match. Je croyais que c'était un essai de pénalité, non? Je sais plus. Okay. Mais voilà, la stat en tout cas c'est ça. C'était le 7e triplé de la saison. Et 6 joueurs différents ont inscrit. Ça score beaucoup quand même. Hein. Ça score beaucoup. C'est un peu le championnat aussi. Il y a énormément d'essais, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est un amalgame. Hein. Ouais. Surtout quand il y a un thème dans la ligue. Quoi. Oui. Non, mais c'est sympa. Je vois que tu tires sur l'ambulance, c'est pas bien. Quand tu découvres le rugby, parce que je parle un peu de la position sport en France, mais on a peut-être aussi des téléspectateurs qui connaissaient pas forcément le rugby et qui tombent sur la MLR et qui découvrent un peu. Alors certes, c'est un championnat avec ses défauts et ses qualités, mais il y a beaucoup de points, beaucoup d'essais, c'est spectaculaire, c'est à l'américaine, c'est rugby champagne. Et je me dis que c'est quand même assez sympa aussi de découvrir la discipline un peu comme ça. Évidemment, vous allez me dire, il y a un gros manque de beaucoup de choses, mais c'est un championnat qui progresse, comme tu l'as dit. Et qui est sympa à découvrir. C'est pour ça que c'est dur quand on demande qu'est-ce que ça vaut en France, qu'est-ce que ça vaudrait un peu en Europe. C'est que c'est un style de jeu qui est tellement différent, c'est des terrains des fois même qui ont des dimensions très différentes. C'est des lignes différentes. Et surtout, c'est une philosophie de jeu qui est tellement différente. Donc si jamais tu mettais une équipe de MLR en Pro D2, je suis même pas sûr que. Enfin, c'est très difficile de juger vraiment le niveau par rapport à ce que nous on connaît en France, parce que c'est un rugby qui est tellement différent que c'est propre en fait à lui-même et qu'on pourrait pas trop dire si c'est du niveau national, si c'est du niveau Pro D2, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est tellement ouvert qu'en Pro D2, ça, même voire en national, je sais pas trop si le plan de jeu sera adapté, alors que la qualité des joueurs, c'est similaire en fait, je pense, à du niveau Pro D2, voire du niveau national, la qualité des joueurs. Mais le plan de jeu est tellement différent qu'il faudrait plusieurs années d'adaptation à des plans de jeu comme ça pour pouvoir rivaliser.
pour avoir un retour des joueurs qui jouent là-bas. Ce qu'ils me disaient, c'était plus sur du niveau national 2, voire haut national, tu vois, sur tout ce qui est structuration, plan de jeu, etc. Chris Hulsenbeck qui est vraiment un mec qui adore ça. Hein. Il vit pour le plan de jeu, il le connaît par cœur. Tu le verras jamais avec le petit papier pour savoir les combinaisons. Il l'a déjà appris. Lui qui les crée. Il me dit, je suis arrivé et j'étais presque limite à être coach 3 quarts. Quoi. Et donc en fait, effectivement, tu as quand même des joueurs qui sont vraiment de qualité, qui font des bascules, qui vont parfois jouer en super rugby ou autre. Mais malheureusement, dans les collectifs, hein, on le voit aux essais qu'on voit, il y a quand même des erreurs qui sont aberrantes. Défensivement, c'est pas. Les air-plaquages. Aberrant. Défensivement, quand même, c'est assez inquiétant parfois. Et puis c'est vrai que les lancements de jeu, comme tu dis, c'est souvent les mêmes. Quoi. Et comment t'expliques d'ailleurs que sur les ballons portés, il y ait autant d'essais? Parce que les talonneurs, ils mettent 72 essais chacun par saison. J'exagère à peine. Non, non. Après, c'est sa spécialité. Non, mais c'est vrai. Non, mais le ballon porté aujourd'hui, c'est devenu une arme exceptionnelle. En Pro D2, on a quasiment des mecs qui sont pas loin des ailiers parce qu'ils marquent beaucoup d'essais sur ballon porté. Aujourd'hui, c'est devenu une arme. Si en plus c'est mal défendu, c'est quand même très spécifique la défense de ballon porté. Il faut bien structurer, il ne faut pas aller au saut, il faut être bien en bas, il faut pousser de manière collective et pas individuelle. Tu as des mecs, il ne faut pas mettre les mains, il faut vraiment s'engager. Bon voilà, tu as clairement des mecs qui vont pour se reposer et au final ça fait beaucoup d'essais. C'est quand même avantage à l'attaque dans les ballons portés. C'est très compliqué. En même temps, surtout dans les staffs de 40 personnes maintenant, tu as l'entraîneur du ballon porté. Donc maintenant, forcément, c'est devenu une arme que quand tu donnes $2000 à un mec qui est juste entraîneur du ballon porté, tu as intérêt qu'il soit performant quand même ton ballon porté. Parce que tu as les entraîneurs pour tout maintenant, les skills, les touches, les mêlées. On en parlera, on parlera après plus en détail, mais le match que j'ai commenté, là, Utah-LA, le dernier de la saison, tous les essais de Utah partent de ballon porté. Tous. Ouais, mais c'est une arme qui est redoutable. Ouais. Et il y en a qui le maîtrisent mieux que d'autres. Houston, Chicago, on l'a vu tout à l'heure, notamment. San Diego qui donc l'emporte 50-5 face à DC et qui donc met la pression sur Seattle. Seattle, c'était simple, devait battre Miami avec le bonus offensif parce qu'un succès non bonifié aurait mis les deux équipes à égalité. Et au goal average, San Diego aurait été devant. Donc on va aller partir du côté de l'État de Washington. Seattle-Miami, attention les yeux, parce que c'est le stade le plus moche maintenant que Dallas a disparu. Voilà, les lignes, on ne sait pas où elles sont. Vous voyez cette espèce de petite ligne jaune? C'est ça, la ligne d'en but. Le reste, c'est une surface de réparation. Si vous voyez la ligne jaune. Si vous voyez la ligne jaune. Si vous ne voyez pas la ligne jaune, vous avez moins de 5 à chaque yeux, mais ce n'est pas non plus ridicule. Hein. Vous avez le droit de ne pas le faire. Moi, je suis un peu dyschromate. Tu vois pas les 10 couleurs différentes. J'inverse le rouge et le vert. Là, ça va, c'est du jaune, mais c'est compliqué. Du coup, le terrain, tu le vois rouge là. Non, vert. Cabirop derrière, c'est loge partenaire d'ailleurs. Ils sont installés juste derrière. C'est incroyable, c'est très bucolique, on va pas se mentir. C'est Mpofu qui inscrit le premier essai de cette partie pour Seattle sur ce ballon, sur décalage de... Bon, il y a un gros parasol devant, on peut pas tout avoir, mais... Je vous l'ai dit, c'est bucolique. C'est la MLR, c'est ça rustique. Aussi. Ça commence donc très bien pour Seattle, qui va inscrire là aussi un essai en repartant du parking ou quasiment. Touche perdue par Miami. On dirait vraiment qu'il joue sur un parking en plus. Et c'est vraiment on dirait du bitume. Non, mais c'est le seul championnat où tu as l'impression à Houston, tu vas jouer sur un terrain de top 14 et le dimanche, tu es à Loudun, à Loudunvielle et tu joues en 3e division régionale. Quoi. On embrasse tous ceux de Loudunvielle qui nous regardent, bien sûr. Cet essai inscrit par Jade Styling qui met le deuxième essai. On a Duncan Matthews qui vient enchaîner les petits crochets aussi. Miami qui finalement dans ce match, après avoir très mal démarré, va revenir un petit peu avec cet essai conclu par Shoraskin sur ce très beau offload. Un essai qui va être transformé. 21-17, donc Miami est pas si loin. Mais regarde, en plus, Seattle est à 13. Mais le problème c'est que il y a des fusées, des flèches. Et Duncan Matthews va s'offrir un doublé. Jet Styling en mettra un deuxième lui aussi quelques instants plus tard. Et Seattle va derrière dérouler pour l'emporter 42-17. Et donc, une victoire bonifiée. Et donc, une qualification pour les playoffs. C'est la routine, Lucien. C'est la routine. 6e qualif en playoff en 8 saisons, tout simplement. Ils vont disputer. Ils ont fait 4 finales, je crois. 4 fois, ils sont allés en finale. Donc, oui, c'est la régularité pour Seattle, j'ai envie de dire. Et sachant que sur l'une des saisons, c'était 2020, saison Covid, et qui a été arrêtée après quelques matchs. Donc, en gros, c'est 6 sur 7. Seattle, grosse équipe, mais saison un peu compliquée, Sacha. J'ai l'impression,
on peut en discuter aussi avec vous, messieurs. Il y a une bascule du rugby américain, parce que les premières saisons, c'était l'Ouest qui menait, Seattle, San Diego. Maintenant, c'est plus à l'Est que ça arrive. Tu as une explication particulière ? Je pense que des franchises qui arrivent, qui veulent se développer, qui mettent aussi un petit peu plus de moyens, qui se structurent aussi avec ce qui se fait autour d'eux. Donc, effectivement, ils sont dans un championnat qui a été dominé par Utah, mais de l'autre côté, on a quand même des belles équipes. Moi, à Chicago, je ne vous en parle pas maintenant, mais ça fait partie du coup de mes équipes un peu coup de cœur. Mais ouais, le rugby se développe partout. Et à l'époque, Seattle était quand même presque la référence finalement. Et puis ça se fait rattraper parce que ça bosse aussi ailleurs. Okay. Seattle qui est donc qualifié encore une fois, tu l'as dit, Utah. De justesse. J'aurais pas mis une pièce en début de saison, tu vois, sur cette saison-là, en tout cas de Seattle. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment très mal commencé. Je me souviens, on a même eu des débats, toi et moi, Rémi, pendant l'émission sur les Outsiders, où tu me disais, est-ce que Seattle n'est pas la pire équipe après Anthem? Oui, j'avais quand même précisé après Anthem. Quand même. Il y a des limites. Pour Seattle. Mais où tu me disais, est-ce que c'est pas la pire équipe cette saison après Anthem? Je me souviens que je les avais un peu défendus. Je t'avais dit, alors attention, je pense qu'il y a quand même des choses encourageantes et que ça va aller mieux. Mais ouais, non, ils terminent très fort. Et puis en face, ils arrachent cette qualif parce que San Diego s'est totalement écroulé au fil de la saison. Mais ouais, on ne s'attendait pas à une saison aussi galère pour Seattle quand même. Où on s'attendait quand même à beaucoup mieux en début de saison. Et ils ont réussi à se ressaisir et à développer du jeu derrière. Et du coup, ils s'en sortent pas si mal. On va aller sur le dernier match tout de suite. Utah-Los Angeles, c'était un match pour la première place à l'Ouest. Los Angeles devait l'emporter avec le bonus et espérer en même temps que Utah ne fasse pas double bonus pour aller chercher cette première place qui aurait été un petit peu une surprise puisque Los Angeles a plus bataillé pour la 3e, 4e place que pour la première. Mais sur cette fin de saison, Los Angeles a été assez impressionnant. Mais Los Angeles, c'est pas Utah et en début de match qui est complètement à l'avantage des Warriors, comme depuis le début de saison. Au contraire de ce qu'on a vu la saison dernière, Antoine, on s'en souvient à chaque fois dans le premier quart d'heure, il prenait 4 essais, c'était scandaleux. Mais là, ça va très bien, ça va très vite, tout de suite. Ils prennent un jaune très vite aussi de Ben Houston, ils sont réduits à 14 très vite dans le match. Le 514e de la saison, je les ai comptés, avec un essai de Joe Mano, bien sûr, notre chouchou Antoine. Sur ce ballon porté, le ballon qui va sortir et puis trouver au centre, lui l'ailier. C'est pas le plus difficile qu'il ait marqué cette saison. Non, c'est vrai. Mais toujours placé au bon endroit. Toujours placé au bon endroit, bien sûr. Quel homme. Vous aimez les ballons portés ici? Moi, j'en mets plein. Je vous offre ça. Là, tu vas un modèle de ballon porté. Sacha nous a parfaitement expliqué comment ça se défendait difficilement. Liam Coltman, l'ancien Lyonnais qui vient inscrire un nouvel essai. 2e meilleur marqueur de cette équipe de Utah. Après, Los Angeles en phase, ça relance de partout. Ça court dans tous les sens. Et ça montre que collectivement, il y a quand même quelque chose avec Chris McDonald. Là aussi, un de nos chouchous quand même. Il finit bien. Il finit très bien la saison, exactement. Ben Houston, il a fait un match énorme aussi. Ben Houston qui fait un match énorme, exactement. Utah va se remettre à l'abri. Ouais, Houston. Mais Houston, il joue à Los Angeles. Et on a Mathias Orlando qui joue à Miami. Excusez-moi, je peux pas suivre. Tu allais dire quelque chose, Sacha? Non, c'est justement pour imaginer la défense des ballons portés. Tu vois, les mecs, ils sont pris, le ballon est passé, ils restent tranquilles, se reposer au lieu de se replacer et de venir pousser. Ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'essais. La défense, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Vous l'avez vu, l'essai de Joel Oxon, c'est la copie conforme de l'essai de Joe Mano juste avant la mi-temps. Et là, il va quand même revenir un petit peu, 41-33. Et puis, à la toute fin, Utah va terminer par cet essai, la belle interception de Spencer Jones. Et le succès, donc 48-33 de Utah, qui conclut une saison régulière de beauté. Meilleur bilan de leur histoire, tout simplement. Utah, première fois qu'ils terminent premier de l'Ouest. Donc, j'ai envie de dire, les playoffs maintenant, et pourquoi pas rêver mieux. Exactement, pourquoi pas rêver mieux. 11-5 leur record, c'était 10-6 à Utah. Antoine, ça fait 3 ans qu'on suit la MLR. On a commenté les rencontres de Utah il y a 2 saisons. On a le MLR Show depuis l'année dernière. On a fait... Il y a 2 ans, ils finissent 4e de la conférence Ouest. À l'époque, c'était seulement les 3 premiers qui allaient en play-off. Donc, ils ont été à la place du con. L'année dernière, ils sont 5e. Ils sont encore à la place du con derrière Dallas, qui était inattendu à ce niveau-là. Et là, cette année, ils finissent 1er de la saison régulière parce qu'ils ont le meilleur bilan de toute la ligue.
C'est les montagnes russes, cette équipe. Ouais, sans trop dévoiler encore ce qu'on va dire sur ce bilan, sans trop juger. Sur la phase finale, sur le dernier mois, il y a eu le mois de mai qui était un petit peu compliqué, mais vraiment sur la fin de saison, où ils avaient cette première place à aller assumer, parce que tout le monde disait ils vont finir premier, mais mathématiquement, ce n'était pas fait. Et il y a aussi cet objectif de préparer les phases finales, parce qu'on a quand même su, on va dire, assez tôt dans la saison qu'ils allaient faire partie de ces phases finales-là. On savait que cette équipe-là, elle allait se qualifier. Maintenant, c'est qualifié pour faire quoi? On sait que Utah, ça a de très grandes ambitions. On sait que ça travaille très bien en dehors du rugby, mais dans le développement de ce club-là du côté de Salt Lake City. C'était un pari pour eux parce qu'on ne les a jamais vus à ce niveau-là. Maintenant, ils y sont. Sur ce dernier match, ils ont validé qu'ils sont très en forme, qu'ils sont en puissance sur cette fin de saison. Ils vont recevoir sur cette demi-finale-là. Ils sont attendus. Ils sont dans le match. Ouais, ça vous fait un petit truc, les gars, ou pas, Utah, là? Parce que vous avez lancé l'aventure quand même avec les Warriors. Donc, Bien sûr, Joe Mano. C'est l'équipe qu'on connaît Il y a un poster de Joe Mano dans sa chambre, Antoine. Tous les matins, je le salue. Et oui. Ouais. Pas lui, mais Joe Mano nous follow sur Insta, je rappelle. Ah, c'est beau. Joe Mano nous follow sur Insta. Il y en a quelques-uns de joueurs de MLR qui nous follow, ils doivent pas Sacha comprendre. Balou, il vous follow sur Insta ou pas? Non, Non, pas mais encore. je crois pas. Pas Non, encore. mais je regarde. Mais voilà. Après l'émission, Parce que- peut-être. Parce qu'il rattrape. Bien sûr, il rattrape, Le Super évidemment. Rugby. Les résultats donc, de cette semaine 17, avec, donc, on l'avait dit, ça avait commencé la semaine dernière, 15-12 pour Chicago face à Houston. Et donc, sur les résultats du week-end, un seul succès à l'extérieur, celui de New England à Nola. Et les larges succès de Utah, de San Diego, de Seattle. Un peu plus serré pour Houston, mais avec le bonus malgré tout contre Anthem. Du coup, les classements, on va commencer par la conférence Est. Ça, c'était déjà joué. Il y avait encore des places potentiellement à aller chercher. Aucun changement. New England remporte donc la conférence Est, 2 points devant Chicago. Assuré donc d'être à domicile en demi et en finale de conf, s'ils y vont, évidemment. Et Miami, première qualification en play-off pour la deuxième saison. C'est plutôt solide. Du côté de la conférence Ouest, eh bien, un seul changement, mais il est notable. C'est Houston qui passe devant Los Angeles grâce à son succès. Seattle a gardé cette 4e place devant San Diego. San Diego qui, avec le même bilan à 8-8 dans la conférence Est, serait 3e et qui là se retrouve à la mauvaise place, la 5e. C'est dire la densité de la conférence Ouest. Et d'ailleurs, pour vous montrer la densité de la conférence Ouest, on a un tableau récapitulatif des vainqueurs de conf dans l'histoire de la MLR. Alors, les 2 premières saisons, il n'y avait pas de conf où Est et Ouest, c'était un grand championnat. Depuis 2021 que c'est arrivé, bien regardez, dans la conférence Est, on a eu 2 équipes qui ont remporté la conf. Atlanta en 2021, qui est devenu Los Angeles depuis, et New England. Et regardez la conférence Ouest, ça n'a jamais été la même équipe. Les 2 premiers logos, vous les connaissez peut-être pas. 2021, c'est Los Angeles Giltinis, et 2022, c'est Austin Gilgronis. San Diego, évidemment, 2023, Houston 2024 et Utah 2025, sachant qu'il n'y a qu'une seule de ces équipes à l'Ouest qui a été championne au bout, c'est Giltinis en 2021. Donc, très clairement, Sacha, l'Ouest, c'est le Far West. Ouais, clairement. Alors après, tu parlais de cette équipe de Los Angeles, elle avait fait venir des superstars, beaucoup de joueurs du set qui l'alimentaient, et c'est ce qui avait permis justement aussi de mettre un premier coup de projecteur sur ce championnat. Moi, c'est comme ça que je m'y étais intéressé. Effectivement, maintenant, la conférence Est est vraiment largement au-dessus et elle est très disputée, donc ça va vraiment faire de beaux playoffs. Matt Guito, notamment, était dans cette équipe, Ouais. était champion en 2021 avec Giltinis. Il ne l'a pas été avec San Diego, malgré une finale en 2023. On a donc le calendrier des demi de conf qui seront évidemment à suivre sur les antennes de Sport en France. Lucien, puisque, on le rappelle, vous diffusez un match en différé chaque semaine, de temps en temps avec nous pour épauler un petit peu, pour ramener notre science, entre guillemets. Évidemment, toi tu as les Solid Ball, moi ça ne sert à rien. De côté de la conférence Est, New England, Miami, Chicago, Glory, côté conf Ouest, Utah, Seattle, Houston, Los Angeles. Vous les voyez très bien, on reviendra sur ces playoffs parce qu'évidemment on va parier, on va pronostiquer, on va évoquer ces playoffs, mais maintenant c'est l'heure du bilan de la saison régulière. Je vous ai posé la question, Lucien, Antoine, Adrien, je vous ai demandé une équipe qui vous a impressionné, une équipe qui vous a déçu et votre MVP, entre guillemets, de la saison. Sacha, toi je vais te demander le 15 de la saison. Alors, en commençant par tous les joueurs utilisés par du 1 au 23. All Glory cette saison. Tu seras l'arbitre. Voilà. Très bien. On ne sera pas forcément d'accord et tu devras trancher. Tu as ce rôle de demi-dieu. Je vais essayer d'être Tu seras jugé bon. voilà, le plus juste possible.
Mais tu le seras, évidemment. On l'est toujours sur les Outsiders TV, bien sûr, et sur Sport en France aussi. On va commencer par l'équipe qui a le plus impressionné. Ouais. On va aller chercher, ça va apparaître sur le tableau, mais Adri d'abord. Ouais. Tu nous as sorti quoi? Moi, c'est Miami que j'ai choisi. Très bien. Antoine? Utah Warriors, on en parlait un petit peu tout à l'heure et je vais vous surprise. expliquer pourquoi c'est la meilleure équipe de la saison. Lucien? Le Rugby Football Club de Los Angeles. Monsieur. Évidemment, avec Football Club, bien sûr, dans son nom, comme le rugby, l'aime beaucoup. Et moi, j'ai choisi Old Glory. Donc voilà, déjà, personne n'est d'accord. Sacha, tu vas peut-être écouter nos arguments avant de trancher. J'ai déjà ma décision, mais vous pouvez quand même. Ok, très bien. Très bien. Très rapidement, Antoine, tu as choisi Utah. Bon, c'est le bilan avant tout. Le syndrome de Stockholm, peut-être. Exactement. Mon équipe coup de cœur donc, de cette année, la meilleure équipe de la saison, c'est Utah Warriors, tout simplement par rapport à leur bilan. Ça a été leur plus belle saison en termes de résultats. Terminer premier de la conférence la plus relevée, on va dire, de ce championnat de MLR, c'est déjà un sacré exploit. C'est une équipe, on le disait, qui progresse en dehors du terrain, qui fait énormément de choses pour développer le rugby du côté de Salt Lake City et qui en plus maintenant a les résultats sur le papier. Elle est en plus aidée par un collectif qui a gardé la plupart de ses meilleurs joueurs. On pense notamment à Joel Hoxton qui a sorti une super saison. Lance Williams qui s'est dit que finalement le rugby à 7 c'était pas fait pour lui. Il est revenu au rugby à 15, il a été énorme. Le recrutement, Liam Coltman, il a été performant notamment au talon. Et bien sûr, le meilleur marqueur de cette saison de MLR, Joe Mano, a été exceptionnel. 14 essais, il égale son meilleur record de la saison 2022-2023. Bref, une équipe qui s'est trouvée, une équipe qui s'est construite et une équipe qui peut-être va viser le titre cette saison. Oh, il est fort. Je change d'avis, je prends Utah en fait. Bon bah voilà, c'est choisi. Adri, t'as dit Miami toi? Ouais. Alors pourquoi? Parce que déjà la question, c'était pas la meilleure équipe, Oui. c'était l'équipe qui vous a le plus impressionné. C'était la question. Et ça peut être la meilleure équipe. Alors on y revient. Certes, Miami, ce n'est pas la meilleure équipe sur le papier, mais pour moi, c'est vraiment la bonne surprise de cette saison. On avait vu l'année dernière qu'elle était capable de grandes choses, de belles choses. On s'attendait cette saison à de bonnes choses, mais peut-être pas à autant. Gros vivier de joueurs sud-américains. Tu as des mecs qui vont au chocolat, qui aiment ça. Et en plus, tu as des joueurs expérimentés. On pense notamment à Bertranou, mais il y a aussi notamment Koubeli. Bertranou est à Los Angeles. à Thomas Koubeli, 90 matchs quand même avec l'Argentine, on en parlait tout à l'heure. Et surtout, très beau bilan quand même. Bilan à l'équilibre, 8 sur 8. Tu parles des comptes là? Tu parles de... Non, très beau bilan. Bilan de 8 C'est le gestionnaire comptable de ou c'est Non, honnêtement, un bilan équilibré, un bilan équilibré à 8 finances sont sur 8. T'es presque devant Old Glory. Toi, c'est le choix que tu as choisi, on va dire. Mais Old Glory, qui a 8 sur 8 également, qui prend plus de points de bonus, mais on le sait, c'est quand même cette équipe de Miami qui leur a donné un match en début de saison, avec notamment ce très mauvais choix de Koubeli à la 93e minute. Tu as un cadeau de Muller aussi 5 minutes avant. C'est une équipe qui aurait pu finir du coup devant Old Glory, qui aurait pu finir 3e dans une conférence Est qui leur était pas donnée. Et moi voilà, petite mention spéciale à cette équipe, à Manuel Ardao qui a été énorme aussi, qui je pense, on en a beaucoup parlé aussi avec notre ami Pierre Amiche sur les Outsiders, à le niveau au moins pour jouer en Pro D2, au moins, minimum. Koubeli a été en contact avec Van Der. Ouais. Ouais, Il fait une très bonne saison. Cette saison? Thomas. la saison dernière. En Pro D2. Ardao, quand même, cette saison, voilà, 146 plaquages, 514 mètres parcourus, 228 au contact, 25 ballons ratés, 29 défenseurs battus. Voilà. C'est Pierre Amiche qui vient de répondre. C'est une belle saison pour Manuel Ardao. Et Adrien, il n'a pas de chance quand même, parce que là, il nous parle de Miami. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a commenté un match de Miami face aux Free Jacks, 43-6, je crois, avec aucun essai inscrit par Miami. Vous voyez, Voilà. ils étaient fatigués. C'était un coup de soleil. Ils n'avaient pas coché le match, quoi. Ils n'avaient pas coché. Non, ils n'avaient pas. Non, mais après, il y a des matchs que tu choisis toujours. Lucien, Los Angeles. Pourquoi? Oui, parce qu'Antoine Dupont a investi dedans. Voilà. Ah, bah c'est un très bon. Non, mais c'est le meilleur argument possible. Voilà, cette équipe de Los Angeles, c'est leur première qualification en play-off. Bon, c'est un faux nouveau, on le sait, c'est la franchise d'Atlanta qui a été délocalisée en Californie. L'an dernier, ils ont fini dernier de l'Ouest, seulement 5 petites victoires. Là, leur bilan, quand tu le regardes, 8 victoires, 7 défaites, 1 nul. Ils finissent 3e à l'Ouest. Ils étaient encore dans le coup pour terminer leader. Donc, avec ce dernier match contre Utah que j'ai commenté, je me suis aussi un peu appuyé sur ce match parce qu'ils démarrent très très mal avec ce jaune de Houston et ils se prennent 3 essais, 21-0. La deuxième période est très bonne pour moi, franchement. Je trouve qu'ils ont réussi à revenir dans la partie.
Et puis voilà, j'aime bien cette équipe. Il y a eu un changement de staff, il y a eu un recrutement solide. Bertranou, quand il est sur le terrain, quand il n'a pas pris de jaune. Ou de rouge. Ou de rouge. Rhys McDonald, il a des qualités hors normes, c'est vraiment un grand joueur. Et puis, qui d'ailleurs a de l'expérience, et ça va compter pour ses playoffs. Lui qui est doublement titré avec les Free Jacks 2023-2024. Et puis aussi des joueurs de qualité aussi qui viennent du 7, Kunatani, notamment, qui a une grosse expérience. Donc je trouve que cette équipe, elle est calibrée pour les playoffs. Et maintenant, j'attends de les voir face à Houston, qu'ils ont battu en saison régulière lors du dernier match. Ce sera la seule fois. Voilà, c'est ça. Ce sera la seule. On parlera tout à l'heure d'un joueur de Los Angeles, d'ailleurs, dans les joueurs de la saison. C'est possible. Je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Monsieur le chef, je me tourne vers vous, Sacha Valo. Toi, t'as pas défendu ton... Alors, Ah oui, c'est vrai. je ne vais pas défendre j'ai choisi avant le 50-5, j'en ai marre, c'est bon, c'est tout. Non, mais très rapidement, c'est vrai que pour moi, c'était pas une équipe qui allait être à ce point aussi solide, être solide à ce point, pardon. Il n'y avait pas eu énormément de recrutement, mais ils sont appuyés sur de très très bonnes individualités. J'aime beaucoup Connor Buckley à la mêlée, j'aime beaucoup Corey Daniel en troisième ligne qui plaque dans tous les sens. Axel Muller fait encore une bonne saison, 8 essais ou 9, je sais plus. Il a bien fait de pas partir. Il a bien fait de pas partir alors que j'avais annoncé. Les visionnaires. Et voilà, ils ont été solides, ils ont perdu à Chicago, mais ils peuvent l'emporter. Ils ont battu 2 fois New England, ça c'est important. Ah oui. Voilà, ils sont un peu casse-couilles, on peut le dire. Pas 2 fois San Diego. Ils n'ont pas battu 2 fois San Diego, par exemple. Ils ont pris 2 roustes par San Diego. Bon, ils ne sont pas passés loin d'aller chercher, pourquoi pas, une des 2 premières places à l'Est. Je ne m'attendais pas à ça, donc voilà. Mais le 50-5, il passe pas. Chef? Moi, je vais partir du côté de Los Angeles. Yes. Pour plusieurs points, parce qu'effectivement, si on parle vraiment impressionné, moi, ce qui m'a impressionné, c'est une franchise que je suivais à l'époque, parce que j'avais un Dan Olinchid qui jouait, et effectivement, c'était quand même assez catastrophique. Qui a joué à Vannes après. Exactement. Deuxième ligne. Faire ce qu'ils ont fait dans leur conférence, je trouve quand même que c'est notable. Ils s'appuient sur, tu l'as dit, des joueurs d'expérience. Ils ont relancé les Alifano, et ça fait déjà hyper plaisir. Ils ont Kunatani, qui moi personnellement j'ai joué contre lui, il m'a fait rêver, c'est un joueur énorme. J'aime beaucoup Billy Mix aussi. Ouais, il a été énorme là, contre Utah. Ouais. Vraiment. C'est un joueur que j'aime bien, et si je vais un petit peu plus loin, je trouve que voilà, ils sont un petit peu visionnaires. Ils ont pris le virage, tu l'as dit, avec Antoine Dupont qui vient dans ce projet-là. Et en fait, dans l'idée de développer la MLR, moi j'adore et je trouve ça super. Donc c'est pour moi victoire pour Los Angeles. Très bien. J'ai eu peur que ma victoire au ping-pong. Mais finalement, ça va, il est encore avec moi. Après, on s'y attend, quoi. Quand on voit le recrutement, on sait que c'est pas une surprise. Des attentes, quoi. Ah, mais justement, pour moi, t'as beaucoup d'attentes. C'était un peu les playoffs, c'est le minimum syndical. Ça a très mal démarré. Il faut y répondre, mais on s'y attend quand même. Ils perdent leurs 3 premiers matchs, ils enchaînent par 4 victoires, puis après ils ont un nouveau 4 matchs sans Ça victoire. a failli être le flop. Ça aurait pu être le flop. Surtout dans une région où San Diego est dominé un peu le rugby du côté patron de la Californie. C'était vraiment le club qui attirait qui avait le plus de lumière en fait sur ce côté-là des États-Unis. Finalement, sans faire trop de bruit, parce que c'est un peu une surprise aussi, même si le recrutement est très intelligent et que les joueurs sont de qualité dans cette équipe-là. Bah, honnêtement, ils sont venus chercher la place et c'est eux qui prennent la lumière cette année. Et quelque chose me dit que sur les années à venir, ils vont être en bonne position pour être potentiellement favoris dans 1 ou 2 saisons. C'est une victoire indéniable sur ce point-là. Vous l'avez dit, il joue à domicile. Oui, c'est vrai. Il veut revenir, c'est ça. On va passer à l'équipe qui a déçu Adrien Abadi. Moi, Nola. Antoine Mazer. Nola aussi. Lucien Gérard. J'aurais pu dire Nola, mais San Diego. Oui, San Diego. Oui. Moi aussi, Nola. Du coup, On les arguments pour San Diego. San Diego, déjà, tu as gagné avant. Une équipe qui démarre la saison avec 5 victoires et puis qui s'écroule totalement. L'effondrement total sur les 11 derniers matchs, 8 défaites. Et puis aussi, Rémi, on en a parlé un peu en off tous les deux, mais 10 matchs contre les équipes de leur conférence, seulement 3 petites victoires. Ouais. Donc c'est famélique, je ne sais pas quoi dire en fait. Alors oui, ils finissent la saison avec une démonstration face à Old Glory, on l'a dit, tu l'as dit Antoine, ils sont venus en tongs. Donc cette équipe, c'est décevant pour une équipe qui allait en finale quand même en 2023. On en attendait mieux, les playoffs c'était le minimum. Là, pas de qualification, c'est catastrophique. Sur le papier, moi je classais San Diego 4e en début de saison. Devant Utah, ouais, mais qualifié. Et derrière Los Angeles, donc qualifié. Donc,
Je suis d'accord. Dans l'oreillette, on me dit personne n'a mis Anthem. Mais Anthem ne nous a pas déçus. C'est ça. On est C'est pas parce que déçus. c'est On n'est l'équipe. pas déçus. Oui, Voilà. c'est Vous la savez, pire équipe. On aurait pu pas- être surpris. Vous savez. Est-ce Voilà. que s'ils avaient gagné un match, ça aurait été dans l'équipe qui Bon, nous a non, le plus même pas. impressionné? Moi, j'aurais mis meilleure équipe de la saison. MVP. Meilleure progression. Meilleure que Dortmund. progression. Progression. MIP, quoi, direct. Mais, Bon, sur Nola, on a dit quelques petits trucs. Déjà, Non, je vais choisir San Diego. non, mais Non. on va faire notre émission tous les trois. Je te fais le virement après l'émission, Sacha, ok? Non, clairement, Nola, moi aussi, finir par 6 défaites consécutives, c'est terrible. Et puis, comme beaucoup de Français, on a eu forcément ce coup de projecteur avec Nogodi qui, quand même, met en valeur l'équipe de son père, la franchise de son père. Ils sont allés chercher 2 Français qui ont quand même de très belles carrières. Donc, effectivement, c'est la déception de les voir à cet endroit-là. Ouais, donc Nola, la déception. Ouais. Point pour nous trois. 4 victoires, 12 défaites. Dont Dont 2 2 contre Anthem. victoires contre Anthem. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Oui, d'ailleurs, DC fait partie des 2 équipes qui ont été battues par Nola. Donc en fait, je retire l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est plus DC. Ouais, c'est vrai que c'est je l'enlève. Nola, c'est J'enlève. inquiétant. C'est nul. C'est nul. Quand tu vois les images là de Nola, c'est presque gaguesque en fait. Tu vois. Et Et tu vois cet dis- essai, l'essai Ouais. de Lennon, on l'a à l'image. Là. C'est scandaleux. Enfin, Et surtout, c'est qu'au début de la saison, tu te dis, Nola, c'est vraiment c'est excitant, quoi. Tu as envie de voir. Puis surtout, comme tu dis, ce côté français, ça donne envie. Il y a des joueurs du recrutement qui est ciblé, qui est intelligent. Tu parlais de Xavier Mignot, il y a Kylian Galtier, mais il y a aussi Dorian Jones, qui a une énorme expérience en Pro D2 du côté de Carcassonne, du côté de Soyons-Angoulême. Il a même été international du côté gallois. On parlait des 10 tout à l'heure. Recruter des 10 qui ont de l'expérience, qui sont capables de mettre beaucoup de leurs pattes sur cette équipe-là, sur ce collectif-là. Et finalement, en fait, Nola, c'est comme si tu arrives au resto, ton resto préféré. Il y a la nouvelle carte, tu arrives avec ta copine, il y a la nouvelle carte, franchement, ça t'excite beaucoup. Et puis tu arrives, tu es déçu à l'entrée, tu es déçu au plat de résistance, et tu restes même pas pour le dessert. Quoi. La fin de saison de Nola, je la regarde même pas. Tu parce rentres que... tout seul. Et en non, mais déjà, tu rentres tout seul, ta femme te quitte. La femme te quitte, et tu reviens plus au resto, et tu pars même avant le dessert parce que finalement, tu n'as même pas envie de voir la fin de saison, tu sais déjà que tu as tellement été déçu, et voilà quoi. The Border dans le chat nous dit SD, on s'attendait à rien, mais on est quand même déçus, alors que Nola, on avait des attentes. Ouais. Et c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Ça n'a pas fait pchit. Après, San Diego, quand tu les vois démarrer avec 5 victoires, ouais. tu te dis Bah oui, déjà, Non, j'ai posé la question à Pierre Amiche après la 5e journée. Ils ont 25 points sur Ah ouais. 25 possibles. Je lui ai posé la question, est-ce qu'ils ne sont pas déjà qualifiés en play-off? Il m'a dit, ils ont besoin de 2-3 victoires de plus. Ils ont ces 3 victoires de plus depuis, Ah, mais ils se sont à joue à l'ouest. rien. mais ils sont à l'ouest. Voilà. Ils sont à Dans l'ouest. tous les sens du terme. Ouais, non, ils sont à l'ouest. Bah, c'est ce qui fait la différence. Ils étaient 3e, hein, s'ils étaient dans l'autre conférence. Donc, Dans la conférence Est. Mais San Diego, c'est dur de les mettre dans la conférence Est. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Après, les mecs s'entraînent en slip aussi. Je sais pas si vous avez vu sur Oui, Instagram. mais- oui, ils aiment bien s'entraîner en slip. Un coup Oui, de oui, 3, c'est c'est vite arrivé. Je pense qu'ils sont pas tenus sur la saison. vrai. Donc Nola et San Diego, les équipes qui nous ont le plus déçus. On va se tourner donc maintenant pour le joueur, le MVP. Lucien, tu as choisi qui? Paola Balecana. Très bien, Antoine. le meilleur marqueur de cette saison de MLR, Monsieur Giomano. Adrien Abadi. Moi, j'ai choisi un chauve qui joue du côté de Antoine Mazet. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait c'est pas Antoine Mazet. Non, j'ai choisi Billy Mix, moi. Alors, on avait dit qu'on allait reparler Ouais, d'un joueur de LA. T'as raison. J'ai choisi D'Angelo Lewila de Utah, très rapidement parce que je trouve qu'il a fluidifié le jeu de cette équipe de Utah. Il a été monstrueux, il était 10 en début de saison. Quand Hodgson est revenu, ils ont fait 10-12, ça marchait très bien. Dans le but, il est très bon. Centre de formation. Il n'est pas gardien, hein, il botte. Hein, c'est pour ça, c'est lui qui bute. Rien à voir avec Donnarumma. Rien à voir avec Gianluigi. Le mec voulait caler un joueur du PSG. Voilà, D'Angelo Lewila qui est pour beaucoup, à mon sens, dans les résultats de Utah. Sacha, je t'ai vu bien sourire quand il a annoncé Bill Mix. Ouais, bah, ça fait partie des joueurs que j'aime beaucoup. Malheureusement, je vais partager la victoire sur ce cas-là entre Billy Mix et Balecana, que j'ai adoré cette saison, qui a marqué 12 essais, que je trouve vraiment hyper intéressant. Donc les gars, vous repartez main dans la main avec le trophée sur celui-là. On peut défendre aussi. Tu peux quand défendre, même, tu vas j'ai quand même, même- j'ai même défendre rien Antoine à Mazet. dire. Tu vas quand même défendre Giomano, Antoine. Non, parce que sa saison, elle est juste exceptionnelle. C'est peut-être, il a 29 ans, Giomano. Nous, on a la chance de le suivre déjà depuis 3-4 ans et on le découvre. Et il nous a tous impressionnés parce que le premier match qu'on a eu la chance de voir de Giomano, c'est un essai de fou. C'est un essai de 50 mètres où il a dribblé. Et il a dribblé. Ouais, il a dribblé. Il a fait ouais. du dribbling dans cette D'accord. défense. Ah ouais. Et il a vraiment esquivé 6 ou 7 joueurs avant de marquer un Il joue au essai PSG aussi. exceptionnel. C'était Toronto. Hein.
C'est pour moi le joueur facteur X, mais star de cette équipe. Ils ont besoin d'un joueur comme ça pour pouvoir élever leur niveau de jeu. Quand il est là, l'équipe quasiment elle a gagné tous ses matchs. Elle a fait que 2 défaites lorsque Joe Mano est titulaire. 14 matchs, 14 titularisations, 14 essais. C'est donc le meilleur marqueur de cette saison de MLR. Et c'est tout simplement un joueur qui est capable de tout faire. Et je pense qu'avec ses performances cette saison, au-delà d'avoir marqué les esprits, je pense qu'il a déjà pris le maillot de la sélection américaine sur la tournée qui va venir parce que il cherche des stars, il cherche des joueurs performants et peut-être qu'à 29 ans, c'est peut-être le joueur sur lequel la sélection américaine va pouvoir s'appuyer cette saison. On en revient sur les Américains, on en parlait de la sélection américaine. Il y aura la Pacific Nations Cup à la fin de l'été, qui est qualificatif pour la Coupe du Monde 2027. Ils auront 3 matchs début juillet contre la Belgique, l'Espagne et l'Écosse, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des matchs qui sont évidemment très importants dans la préparation et on s'attend potentiellement à voir un Joe Mano notamment. Adri, je te laisse quand même défendre Bill Mix. Tu as des arguments? Ouais, Billy Mix, franchement, saison exceptionnelle de l'Australien, quand même 34 ans. On attendait, on l'a dit, recrutement XXL du côté de Los Angeles. On attendait des mecs comme McDonald, comme Bertranou, comme Christian Dyer. Et pour moi, cette saison, en fait, à Los Angeles, c'est vraiment les vétérans qui l'ont porté. On a relancé un mec comme Christian Elifano qui fait une saison exceptionnelle à 37 ans. Billy Mix, 34 ans. Cette saison, c'est quand même 103 franchissements, 62 défenseurs battus, 223 ballons portés, premier dans toutes ces catégories. Donc voilà. On en parlait tout à l'heure, Rémi. C'est l'équipe Los Angeles qui a le plus porté le ballon cette saison et de loin. C'est-à-dire ils ont fait 8370 mètres avec la balle en main. Et la deuxième équipe est seulement à 6900 mètres. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas envie de dégager au pied, ils proposent du jeu. Et le fer de lance de cette équipe de Los Angeles, c'est Billy Mix. Il est d'accord avec moi finalement aussi. Il aurait dû prendre Los Angeles en fait. Voilà. Il a des bons arguments quand même. Moi, c'est pour ça que je lui accorde une partie du trophée. Je suis clairement d'accord avec lui. Par contre, si Joe Mano cherche un agent, Antoine Mazère, il faut que tu commences à... Et d'ailleurs, parce qu'on a envie de le recruter maintenant. Non, mais il est exceptionnel. Il y avait juste aussi une petite pastille quand même à mettre sur un autre joueur qui aurait pu être une de mes révélations. C'est l'arrière des Free Jacks, Brock Webster, qui a été souvent dans le 15 de la journée. Je pense qu'il pourrait même être dans le 15 de la saison si jamais les Free Jacks vont... Si Jordan Traynor n'existe pas. Quoi. Merci monsieur Abadi. Non, mais je pense qu'il rentre dans la discussion. Ouais. Et il a 24 ans, c'est un jeune Canadien qui fait vraiment sa première saison de MLR et il s'impose dans l'une des meilleures équipes de la saison. Et il peut jouer 15 ou ailier. Et il a du gaz, il a du ballon. On l'a vu tout à l'heure sur le résumé, il marque un super essai où finalement il est toujours dans les bons coups. Et c'est un joueur qu'il va falloir suivre l'année prochaine, même sur cette fin de saison aussi. Tu avais un deuxième joueur, Adri, très rapidement, puisque tu avais mis un arrière et un avant. En fait, je me doutais que tout le monde allait prendre des arrières, du coup ça m'embêtait un peu. Et puis Pierre Amiche n'est pas là pour défendre les avants, donc il faut Les gros. Les gros. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Non, je voulais mettre quand même une petite mention spéciale pour Franck Locoré, qui fait quand même une saison Quel match encore il fait encore. Ouais, vraiment le joueur le plus utilisé à Utah cette saison, à 16 matchs. Il fait, je crois, un match en tant que remplaçant, mais bon, le nul. Il joue tous les pas matchs. indiscutable. Meilleur plaqueur du championnat, 265 plaquages. Ça fait quand même une moyenne de plus de 16 plaquages par match. C'est quand même énorme. Une activité exceptionnelle en défense, beaucoup de ballons grattés. Utah est l'équipe qui gratte le plus de ballons cette saison et l'équipe qui plaque le plus malgré la meilleure attaque, malgré que ce soit la meilleure attaque du championnat. Et il y est pour beaucoup. Donc voilà, un soldat, un warrior. Et franchement, félicitations. Rémi, tu m'accordes une dernière stat là sur Joe Mano et Balekana, une stat qui est un peu... allez, vas-y. Elle est pas mal. Elle est bien. Les deux, là, Mano et Balekana, cette saison, qui ont inscrit tous les deux plus de 10 essais, ils rentrent dans un cercle très fermé des joueurs qui ont réussi à inscrire 10 essais ou plus sur plusieurs saisons de MLR. Est-ce que vous avez les deux autres, les gars? Il y en a deux autres, en plus de Joe Mano et Balekana. 10 essais ou plus? Ouais, sur plusieurs saisons de MLR. Si tu avais posé la question sans citer de joueurs, ils avaient ces deux-là, mais c'est tout. Très clairement. Il y a Dylan Fawcett, de Chicago. Lui, c'est Rousseau, 3 saisons. C'est Butcher. le seul. Non, pas Rousseau. Rickert Hatting. T'avais la bonne Seattle équipe. 2022-2023. Ouais. Mais Fawcett, c'est le seul à avoir fait 3 saisons. il a- En même temps, c'est le joueur qui a le plus de matchs de MLR de l'histoire. Il a aussi. 11 cette saison. Je crois que Rousseau, il a dépassé les 10. Ouais. Mais Fawcett, ce qui est dingue, c'est qu'il s'est arrêté à 9 là. Il n'a pas joué le dernier match, donc il aurait pu atteindre 10 et faire ça une 4e saison. Tu vois.
Voilà, bon, c'était la petite statistique. Bah, merci. Avant de Merci, passer au monsieur playoff. Stat. Merci, Stat. Bah, de rien. Je pense qu'on a fait le tour de cette saison régulière. Ça a été une très belle saison régulière. Ouais. Je pense qu'il est temps de se tourner vers les playoffs. Messieurs, dames. Faut se mouiller là. Là, il est l'heure de se mouiller. On va revoir le calendrier de ces demi-finales de conf, ces quarts de finale si vous souhaitez. Mais voilà, ce sont des demi de conf évidemment. New England, Miami, Chicago, Glory à l'est. À l'ouest, Utah, Seattle, Houston, Los Angeles. Je rappelle que New England et Utah joueront à domicile leur finale de conf s'ils se qualifient. S'ils sont battus, Seattle et Miami ne joueront pas à domicile sur la finale. Ils iront chez le vainqueur de l'autre match puisque la finale se joue sur le terrain du mieux classé. Ça veut dire que Plaisir de ne pas retourner à Seattle. ça veut dire qu'on n'ira pas à Seattle d'ici la fin de saison et c'est un grand bonheur. Il va être temps, du coup, messieurs, de vous mouiller. Première chose, Sacha, dans les 4 matchs qui arrivent, lequel t'attire le plus? Celui de Chicago. Chicago d'ici, pourquoi? Ouais. Parce que Chicago, c'est un peu mon équipe coup de cœur. C'est l'équipe que je suis le plus, puisque j'ai 2 joueurs avec qui j'ai joué récemment, qui évoluent. Amish Bain aussi, dont on ne parle pas trop, mais qui fait beaucoup de bien. Sur une vanne. Ouais. Ouais, exactement, qui fait beaucoup Cousin de bien. Abeille. Wow, vas-y, continue, Sacha. Non, c'est pas grave. Non, donc voilà, c'est l'équipe que je vais suivre le plus. Très bien. Lucien. J'ai envie de te dire Utah-Seattle peut-être. Il y a eu 2 confrontations très très serrées en saison régulière. Après pour le jeu, je dirais quand même Houston et Los Angeles. Houston, Los Angeles, qui sera diffusé sur Sport en France. Oui, Ce sera celui-là qui sera diffusé. Ah, je fais de la Messieurs, promo aussi. Antoine, Pareil que Lucien. Ouais, Utah, Seattle ou Houston, Los Angeles? Parce qu'il a Non, choisi ouais. la moitié des matchs. Hein, du coup. Ouais, c'est clair. Houston, Non, Los Angeles. Los Angeles, ouais. Houston, Los Angeles, ouais, je le sens Houston, bien. Los ce Angeles, match-là. Houston, Ouais, Los Angeles. Houston, Los Angeles aussi. Déjà Pas que parce que les chassables. Mais parce pas qu'il que y a Houston et surtout sur le papier, je pense que c'est le match le plus intéressant. Ouais, le plus intéressant, peut-être le plus équilibré. Il y aura Et, 50 points d'écart. je pense que ça va jouer et honnêtement, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Los Angeles, on l'a dit, c'est l'équipe un peu brillante. Ils ont battu Houston. Ils sont allés gagner à Houston 26-24 en saison régulière. Et Seattle était allé gagner à Utah aussi d'ailleurs. Oui. Donc on a des adversaires à l'ouest qui sont pas évidents. Le Chicago d'ici peut-être serré. Bon, le New England, Miami, sur le papier, on est d'accord. Ouais, pareil, hein, Miami les ont battus 30-19 mi-mai. Mais... Ouais, mais pour moi, c'est quand même le match le Ouais, moins oui. équilibré sur le papier. Hein, New England. Très clairement. Même si c'est l'équipe qui t'a le plus impressionné cette saison, Miami, Impressionné. elle peut peut-être continuer de t'impressionner. Pour moi, c'est la belle surprise. Ben, ça peut être une Écoute, belle- j'espère que la surprise ira au bout. Hein. Bon, est-ce que vous êtes fort en prono? C'est ça la question. Moi, on l'a Il bien est vu. l'heure de revoir. Donc, on va remettre donc les demi-finales. Je vais chacun votre tour, messieurs. Vous allez me dire Jusqu'au qui bout, va gagner jusqu'à la finale. voilà, des demi-finales de conf jusqu'à la grande finale. Sacha, à toi l'honneur. New England, Miami, New England, Chicago, DC. Chicago, Très bien. Donc une finale de conf New England, Chicago. Et qui gagnerait? Chicago. Est-ce que c'est le cœur qui parle? Mais je pense qu'ils sont capables aussi de créer l'exploit. Je sais qu'ils les ont déjà battus cette saison. Emmenés par un Chris Hilsenbeck des grands jours. Je pense que j'ai envie d'y croire. Très bien. Conférence Ouest, Utah, Seattle. Utah, Houston, Los Angeles. Los Angeles, Ok, donc Utah, Los Angeles en finale. Et tu vois qui Utah. Donc une finale Utah-Chicago pour Sacha Valo. Et tu mets qui le titre pour qui? Je crois que. J'ai envie de dire Chicago, mais je pense que ça, La raison, on va dire Utah. ouais, je pense que ça sera compliqué. Mais je reste sur Chicago parce que voilà, j'ai envie d'y croire. Va au On l'a vu en Pro D2, attention, c'est pas souvent les meilleures équipes C'est qui vrai. gagnent. Les équipes en vert savent Va au gagner. bout de tes Exactement. convictions, Sacha. Exactement. Non, mais ça sera Chicago qui va l'emporter. Utah-Chicago, je signe tous les jours. Hein. Ce sont mes deux Ouais, équipes, ouais. perso. Donc moi, je pas de problème avec cette finale. Adrien, à ton tour. À l'Est, New England, Miami. New England. Genre. Chicago, La belle DC. surprise. Chicago aussi. Ok, et en finale de conf, New England, Chicago. Chicago. Ok. À l'Ouest, Utah, C'est pas un Seattle. Chris Hilsenberg. Des grands jours. À l'Est, Utah, Seattle, je vais mettre Utah. Ouais, ouais. Et Houston après, évidemment. Houston. Et la Ouais, finale pas. de conf, Utah-Houston. Houston. Ouais, ils ont battu 2 fois Utah hein, sur la saison. Mais après, moi, je vais parler avec le cœur et j'ai envie qu'ils aillent au bout. Ils m'ont trop déçu l'année dernière en play-off. Ils sont arrivés à bout de souffle. Ils étaient crevés après une saison régulière énorme. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu mieux géré leur effectif.
et qu'ils arrivent plus frais. Et je pense qu'ils peuvent s'appuyer notamment sur 2 numéros 10 exceptionnels avec Eiji Alatimo et Davy Kotzer. Derrière, tu as une paire de centres avec Dom Akina et Total Atazitazi. Exceptionnel aussi. Je pense qu'il y a tout à Houston pour que ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. Donc le titre pour Houston. Après, Houston, Chicago. Houston, Chicago. Ouais, victoire de Chicago avec un grand Chris. Non, victoire de Houston. Ouais. Lucien. New England. New England, ouais. Ouais. Chicago d'ici. Chicago. Et en finale de conf. New England. Très bien. Ouais, je vois New England et de l'autre À l'ouest. côté, Utah, Los Angeles. Ok. Et Utah, Los Je vois Angeles. Utah passer Et du coup, Utah, New England en finale. et je vois New England. Parce que l'expérience, parce que la quête d'un triplé historique et parce que une finale quasiment à domicile à Rhode Island. Donc ouais, je vois la Nouvelle-Angleterre réaliser cet exploit. Antoine Mazer, tu es le dernier. New England, Miami. Le premier qualifié sera New England. Sera carrément. C'est une surprise. Chicago, All Glory. La surprise, cette fois-ci, ce sera Old Glory qui va taper Chicago. Très bien. Utah, Seattle. La victoire, la confirmation pour les Utah Warriors. Et Houston, Los Angeles. Et la petite surprise, Los Angeles s'invite en finale de conférence. Ok, donc je n'ai pas fait la finale avant. New England d'ici en finale de conf. Ouais, et la grosse surprise, ils les ont battus déjà 2 fois cette saison. C'est All Glory qui va sortir la grosse surprise. Ils se préparent les phases finales et ils Ouais. seront en finale de MLR. Là, tu es en train de faire plaisir à Jules Boscherini et Bastien Brunello qui m'ont dit en début de saison ils vont en finale. Ils y seront. Et ils m'ont impressionné, rappelez-vous. Antoine, t'as fini combien sur les pronos là? Vous avez fait des pronos toute la saison? Il a Il pas est, été il, bon. est, il est troisième. Ah, ça Il est va, ok, troisième. d'accord, on Mais peut le bon, croire, quoi. pour l'instant, le GOAT, il est intouchable. Hein. J'ai 3 points d'avance. Je suis serein. Il reste 7 matchs. Normalement, c'est du tout cul jusqu'à la fin. Jusqu'à la ligne d'arrivée. À l'ouest, du coup, Utah, Los Angeles. Victoire de Utah Warriors, Donc Utah d'ici en finale. exactement. Et la Salt Lake City, Utah Warriors qui sera champion de MLR pour la première fois avec un doublé de Joe Mano. Avec un doublé de Joe Mano. C'est annoncé. Doublé. Donc, Il va sortir un peu. Ensuite, il signera au Stade Toulousain. Je suis en contact avancé d'ailleurs. Parce que Utah est club partenaire du Stade Toulousain. Exactement. Pas pour On longtemps, rappelle que- pas pour longtemps. David Aynou est formé aux Utah Warriors et ensuite a signé du côté du Stade Toulousain. The Border dans le chat, Sacha dit président de Chicago. Donc si jamais tu sais pas quoi faire, il te propose ça. Et toi, évidemment, agent de Joe Mano, Antoine Mazer, Faire signer là. il va signer. Il va se Il va faire signer bientôt. Faire signer. Bon, ouais, président de Chicago, c'est bien. Ah, écoute, pourquoi pas. Hein, Développer le Seven J'essaierai un de le peu. développer en tout cas du mieux que je peux, puisque c'est un championnat dans lequel je crois. T'as des contacts, tu peux Exactement. faire amener des mecs en plus, développer des jeunes. Mano, il est dispo ou pas Ah, non. Je sais pas jusqu'à quand il est en contrat. On va checker, on va se poser la question. Donc on a Chicago, New England, Houston, Utah. Ah ouais, du coup. Personne n'a le même vainqueur. Ouais. Ça veut dire C'est que... toi qui vas départager. Et toi, on n'a pas mis des pronos à toi. Non, mes pronos, ils sont très simples. Allez. New England, Chicago. Chicago gagne. Moi, j'ai dit Chicago finale du championnat depuis le début de saison. Utah et Houston passent. Houston bat Utah en finale de coupe. Waouh. Et Chicago fait le 3 sur 3. Et Chicago champion. Premier titre pour Premier titre. Avec un grand Chris Hilton. Oh, tu l'as Avec connais, comment tu me sors les mots de la bouche. Je pense. Chris Hillenbeck, Diane Fossis va marquer un essai évidemment. Ah oui. Et mon chouchou Nate Oxberger aura enfin un titre parce qu'il a perdu 2 finales et ça je peux pas l'accepter. Je comprends. Voilà, c'est tout. Chicago champion. Ah, Donc on est d'accord, Sacha Valo. Écoute, Et qui moi a- je suis d'accord. Bah, avec c'est Qui a le plus à perdre sur ces phases finales Quelle équipe qui a le plus à perdre Voilà, une très bonne question. Jack, à perdre. hein. Bah ouais, New England. Ouais. New England. Double vainqueur d'un titre Bah, oui. Ouais. Seattle passe par la petite porte, Miami c'est la première fois. Si, Chicago a beaucoup à perdre. Chicago a une équipe très expérimentée. Fawcett à 34, 35 bientôt même. Oxberger va sur ses 35. La fin d'un aussi. cycle un peu. Ouais, Ouais, Dominguez a S'ils plus la de gagnent 30 pas ans. ou s'ils vont pas en finale maintenant, ça va être compliqué de C'est faire l'année ou l'année jamais un prochaine, petit peu. ouais. Ouais, ouais. C'est un peu ce que me disait Oxberger avant la saison, c'est qu'ils sont calibrés pour gagner, mais c'est du court terme. Parce que tu parles avec Bah, bien sûr. Un pote contact. Mais parce qu'on a des contacts Il a les aux sources, Outsider il a- TV, hein, vous savez, on parle avec les circulent, gens. hein. Qu'encore un vainqueur de l'Est, quoi. Encore un vainqueur de l'Est, oui. Ou pas. Ou pas. Ou pas pour. N'hésitez pas hein, dans le chat à nous donner vos avis, vos pronostics, évidemment. Tous ces paris, on les fera sur Insta, évidemment. Tous nos paris. Ouais, après moi, pour ma Voilà. défense, là, je suis parti sur la dernière journée en me disant que c'était la dernière. Du coup, je me suis dit, je mets tous les outsiders. On ne fait pas le procès des pronos. Non, mais juste pour me Remettre les défendre. glissos quoi. de- C'est-à-dire que je pensais que ça se terminait avant les playoffs. Du coup, je me suis dit, allez, je fais all-in sur Ah. tous les.
Considère que j'ai gagné la saison régulière. Tous les nuls, je fais all-in, tous les nuls. Et du coup, j'ai fait 0. Considère que j'ai gagné la saison régulière, mais que le trophée s'est relancé à la fin, bien sûr. Gagner la saison régulière ne suffit pas, le Castres Olympique l'a prouvé un nombre incalculable de fois. En espérant que ça ne se poursuive pas. Non, j'espère être le Stade Toulousain. Là. C'est tout ce que j'espère. Moi, pas du tout. Tu peux plus gagner, je crois, mathématiquement. Non. Il reste que 7 matchs. Oui. Bon, sur ce, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a un petit peu dépassé au niveau du timing. Donc, on va se quitter tranquillement. Un plaisir d'avoir été ici sur Sport en France avec toutes les équipes. Lucien, merci d'avoir Merci beaucoup les gars, été merci là. de l'accueil. Merci de ta présence, de tes stats aussi. Sacha, évidemment, merci de ta venue. Avec plaisir, merci à vous. Grand plaisir d'avoir ton expérience et ton vécu sur la MLR. Messieurs, j'ai l'habitude de vous dire merci tous les mardis soirs ou quasiment. On va se retrouver d'ici la fin de saison. Certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Ouais, certains plus que d'autres. Ça a été un plaisir en tout cas. Merci à vous d'avoir été présents sur Sport en France et sur Twitch les Outsiders TV. Je remercie évidemment toutes les équipes de Sport en France, Romain Schindler, Cédric Rouget, Julien Perronnet et toute l'équipe en régie. Désolé Julien, j'ai merdé sur un nom, il fallait que ce soit le tien. Très très bonne soirée à tous. Le MLR Show revient évidemment la semaine prochaine dans des conditions plus spartiates, mais la MLR, voilà. Tout aussi agréable. Mais tout aussi agréable, exactement. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre, merci à tous. Très bonne soirée et à très vite. Merci.